Merci pour cette invitation. J'ai un peu le sentiment, mais ça depuis longtemps, que les questions qui touchent à la communication politique ne sont pas au cœur de Dauphine, même si, en tant que citoyen, chacun d'entre nous, à mon avis, est impliqué par ces questions-là. Et vous me faisiez la remarque, effectivement, aujourd'hui particulièrement, puisque le président de la République lance un grand débat qui va se faire à l'extérieur des médias, ce qui pose une question, c'est-à-dire quelque part, les médias ne suffisent pas. Hein, à un moment donné, il y a un besoin de rencontre, un besoin de contact, un besoin d'échange direct, mais évidemment, également, c'est aussi dans les médias qu'on va débattre du débat, et les médias vont organiser, n'en doutons pas, des débats à l'intérieur de leur chaîne, etc. Donc c'est un sujet qui est, encore une fois, me semble-t-il, d'importance, ce sujet des médias et de la communication politique. Et on va faire un petit retour en arrière pour aller voir comment ça s'est passé du côté des élections présidentielles de 2017. Mais vous verrez que ma conclusion, finalement, se pose la question d'aujourd'hui. Alors, je travaille sur différents sujets concernant les médias, mais ici, on va parler de l'aspect particulier de l'analyse du rôle des médias dans la vie politique française, et en particulier dans les moments décisifs que sont les élections. Les médias jouent un rôle politique, à la fois par leur contenu, leur contenu qui nous informe, qui, comme on disait au temps de l'ORTF, qui nous informe, qui nous cultive et qui nous distrait, informer, cultiver, distraire, les trois missions de la télévision et de la radio. Donc bien sûr ces contenus, mais aussi, et ça c'est très important me semble-t-il pour la question dont on va parler aujourd'hui, par leur présence, leur seule existence, le fait que McLuhan disait que le médium était le message. Jamais le médium n'a été autant le message qu'aujourd'hui, hein, puisque en informant, en influençant bien sûr, mais aussi en imprimant un rythme, en une présence constante de l'information, des images, des sons, ça crée une nature particulière à chaque événement. Hein. Donc à la fois le contenu, mais aussi la présence physique des médias dans notre environnement modifie notre être, encore plus peut-être que notre tête. Donc les deux sont tout à fait importants. Pourtant, au cœur de mes recherches, et je le dis en préambule, pour pas que vous ayez le sentiment que je vous fais un topo conspirationniste, il est clair que pour moi, il existe une importante liberté de ce qu'on appelle les récepteurs. C'est-à-dire que nous pensons, je fais partie d'une école qui pense ça, que les téléspectateurs, les lecteurs, les auditeurs, nous ne recevons pas les messages médiatiques d'une manière passive. Nous ne sommes pas des esclaves des médias. Nous sommes capables de mettre à distance, nous sommes capables même de rejeter les messages qui ne nous concernent pas. Et il ne s'agit pas de parler que des autres. Hein. Moi, je ne suis pas dupe des médias, mais les autres le sont. Nous pensons que on appelle l'effet troisième personne, le third effect person. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dupe des médias, mais mon voisin l'est. Et faux, aucun de nous n'est totalement dupe. Là encore c'est un peu conspirationniste, en tous les cas victime, en tous les cas acceptant totalement les messages, et même parfois nous les rejetons avec parfois trop de violence, puisque dans la crise de confiance qui est la nôtre, les médias, on le sait dramatiquement ces jours-ci, deviennent souvent un bouc émissaire. Alors, j'ai étudié l'élection présidentielle, même si je suis effectivement, comme vous l'avez dit, docteur d'État en sciences politiques, mais plutôt sous l'angle de médiatique. Hein. Les politologues travaillent sur les campagnes électorales, on le fait fort bien au CEVIPOF. Moi, j'ai voulu prendre l'angle véritablement média. Et c'était particulièrement évident dans la campagne de 2017 parce que les médias, à mon avis, plus que jamais, ont été importants dans cette campagne électorale. La presse écrite, les vieux médias, les presses écrites et la télévision. Les deux, on a parlé de la mort de la télévision, un livre célèbre en France et en Angleterre, on parlait de la fin de la télévision.
Eh bien, si on en juge par les élections présidentielles de 2017, la télévision est loin d'être morte. Et d'ailleurs, la preuve ultime, c'est probablement qu'un homme totalement nouveau, Emmanuel Macron, a vu son élection, donc sa notoriété, ou plutôt sa notoriété qui lui a permis d'être élu dans un temps totalement record, et probablement par l'omniprésence des images. Je regardais à la fois par plaisir et pour vous l'histoire du général Boulanger, qui est comme ça un homme neuf, hein, qui au XIXe siècle, qui a failli devenir président de la République, en tous les cas dictateur, je ne sais pas comment on dit. Et je me dis, mais lui aussi, finalement, il a émergé très vite alors qu'il n'y avait pas de grands médias. Et en fait, bien sûr que non. Le général Boulanger était très connu depuis des dizaines d'années par sa carrière militaire. Hein. Ce n'est pas du tout l'exemple d'Emmanuel Macron. Je dis ça pour faire une petite incidence amusante, parce qu'on voit bien que de temps en temps, on exagère la nouveauté des médias, mais là, dans ce cas-là, effectivement, il est clair que personne n'aurait pu être aussi connu et être élu en si peu de temps, sans les médias. Alors, je voudrais parler donc de cette campagne électorale à eu spécifique en matière de traitement médiatique, parce que ça ne veut pas dire que ça n'a jamais été... On a souvent comparé les campagnes électorales, on a cherché des modèles pour les synthétiser, comme le font les sociologues ou les analystes, avec des modèles qui n'ont pas grand-chose à voir normalement avec la politique ou les médias, par exemple le sport. Hein, on a comparé les campagnes électorales le plus souvent à des courses de chevaux, ou pire, à des courses de rats, hein, puisque chacun... horse races or rat races, c'est-à-dire l'idée que les hommes politiques vont à la télévision dans une course effrénée pour la victoire. On a comparé aussi les campagnes électorales au théâtre. Hein. Irving Goffman, le grand sociologue, a comparé de manière générale la société comme un théâtre. Et en 2017, souvent, on a parlé du petit théâtre ou du grand théâtre de la politique. On a comparé aussi les campagnes électorales, la vie politique, à des récits. Hein, l'idée du storytelling qu'a publicisé Christian Salmon. Cette idée que finalement, on racontait la politique comme une histoire avec un début, une fin, des intrigues et une conclusion, donc, pour rendre haletante la vie politique. On a même comparé la vie politique et les campagnes électorales à l'économie et au marché en parlant de marketing politique. Hein. Donc ces modèles de compréhension sont tous assez vrais, mais il me semble que l'univers des médias, plus efficacement, surtout en 2007, nous permet de trouver un autre modèle, et j'ai emprunté au modèle de la télé-réalité la comparaison. Il me semble que la campagne de 2017 a emprunté à la télé-réalité, cette formule, cette production médiatique, hein, qui est née en gros dans les années 2000 avec Big Brother. Il a emprunté nombre de ses codes, et je voudrais voir avec vous comment ça s'est passé. Alors, encore une fois, je ne dis pas que la campagne en disant que la campagne de 2017 s'est construite comme une émission de télé-réalité, cela ne veut pas dire que les deux se confondent. Hein. Il ne s'agit pas ici de faire le bourdieusien ou le sociologue critique. Je ne pense pas que la campagne électorale soit un jeu dans lequel les acteurs se soient positionnés comme dans un jeu totalement surfait, ludique et faux. Non, je pense qu'il y a eu des codes qui ont été empruntés souvent consciemment. Hein. C'est peut-être pas un hasard si BFM intitule son émission phare BFM Story. Hein. On voit bien à quoi ça fait penser, puisque l'émission phare emblématique de la télé-réalité, ça s'appelait Love Story. Mais j'ai fait donc encore une fois comme Goffman, comme il a fait pour le théâtre, il a soumis à l'épreuve de l'explicitation méthodique une intention qui était pour lui évidente, c'est le monde est un théâtre, et moi je soumets à l'épreuve de l'explicitation méthodique l'idée que la campagne électorale de 2017 a été une sorte d'émission de télé-réalité. En effet, me semble-t-il, la télévision a emprunté aux formes, aux principes, aux modes de communication, jusqu'aux professionnels de ce genre, pour construire une campagne médiatique d'un style totalement nouveau. Totalement nouveau, oui, même si des éléments de télé-réalité, on pourrait en trouver bien avant. Mais là, ça s'est passé d'une manière à la fois beaucoup plus systématique et même, comme je vous le disais pour le BFM Story, presque consciente de la part des acteurs. Et puis surtout, cette campagne a été profondément influencée par l'exemple américain. Qui est Donald Trump ? Donald Trump est une vedette de la réalité qui devient président de la République. Hein. Il est le leader d'une émission de télé-réalité qui s'appelle The Apprentice, qui se terminait à la fin, après le jeu, par You are fired, vous êtes viré, que donnait Donald Trump. Et c'est
le héros de la télé-réalité qui s'est présenté aux élections. Évidemment, tout le monde a trouvé au début ça amusant et c'est comme si Coluche pour les variétés ou BP Grillo, tiens, par hasard. Et puis finalement, Coluche n'a pas eu le temps d'être président de la République, vous savez que BP Grillo n'est pas loin et que Trump l'est devenu. Donc c'est possible et c'est vrai que ça modifie notre regard par rapport à ce genre télévisuel et la politique. C'est possible que les deux se lient et nous allons voir pourquoi. Alors, il n'est pas non plus question, sans faire le sociologue critique, de vomir la télé-réalité. La télé-réalité est un genre dans lequel ont été classées des émissions de nature tout à fait différente. On connaît Love Story, qui a été influencé par Big Brother, mais les émissions comme House 1990 ou les Jeux Olympiques, Star Academy, Koh-Lanta, The Bachelor, The Voice sont de nature pas souvent différente, parfois très culturelle. On peut apprendre beaucoup de choses à travers House 1990. Et le CNRS, je tiens à le dire au cas où on ne saurait pas, mais je le dénonce, a même cofinancé une émission de télé-réalité sur la préhistoire. Quand on faisait vivre les gens dans les conditions de la préhistoire. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas ici de dénoncer ni les élections, ni la télé-réalité, mais de voir comment, encore une fois, il y a eu des points communs. Alors, rappelons les bases de la télé-réalité. C'est d'abord le direct. Les Anglais appellent les origines de la télé-réalité, ils appellent ça « the fly in the wall ». C'est l'idée qu'il y a une mouche sur le mur et qu'elle voit tout, en direct, tout le temps. Et c'est ça que la télé-réalité. Donc le direct, c'était Love Story, c'est-à-dire que des gens sont dans un lieu clos, sinon on ne peut pas faire du direct, évidemment, les caméras ne peuvent pas être partout. Et tout peut arriver. Si quelque chose se passe, nous sommes là pour le voir. Pas de possibilité de censure, ni d'autocensure, enfin si, censure bien sûr, mais pas possibilité de censure, de montage, de construction. Le direct fait partie du plaisir et de la nature de la télé-réalité, et c'est probablement une origine de l'addiction, pour parler rapidement, que provoque ce type d'émission, puisqu'on sait que si on rate 2 minutes, on va peut-être rater le moment où, vous voyez bien à quoi je pense, puisque l'origine de Big Brother, la notoriété de Big Brother s'est faite sur le moment où il y a eu un moment sexuel, et c'est à partir de ce moment-là que les gens ensuite ont regardé de manière passionnée, parce qu'ils avaient peur de rater de la deuxième fois, qui n'a jamais eu lieu, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, sans transition, comme diraient les médias, l'impudeur et la confession. L'impudeur aussi et la confession font partie de la nature de la télé-réalité. Les deux sont liés d'ailleurs. La séduction, le charme, les larmes, les émotions sont requis pour construire le programme de télé-réalité. Et après, ça c'est la vieille habitude judéo-chrétienne, on se confesse. Et le héros de la télé-réalité vient se confesser en direct et face à la caméra de ses péchés, de ses mauvais sentiments. Et évidemment, il faut en rajouter, et l'impudeur fait partie des règles, des codes de la télé-réalité. La compétition. La télé-réalité, c'est d'abord un jeu. Il y a toujours un enjeu, et il y a des gagnants. Mais pour gagner, on ne gagne pas n'importe comment. On gagne par élimination. Il s'agit d'un jeu, mais d'un jeu violent, d'un jeu impudique. Et la victoire passe par l'élimination 1 à 1 des candidats. Il faut une certaine violence dans les relations. Les disputes, les crises, les insultes font partie du jeu et sont même encouragées par les organisateurs. Plébiscité aussi par le public, ne faisons pas l'innocent. Ça fait partie de ce que les gens aiment regarder. Là, nous venons d'avoir, je crois qu'il y a 2-3 jours, un récit d'une participante à la télé-réalité. Elle raconte comment on l'a conditionnée pour avoir des crises de larmes, pour avoir des crises stériles, empêchant de dormir. Ça ressemble à de la torture. Pour l'empêchant de manger, on sait que dans le loft, on leur donnait copieusement à boire de l'alcool pour éventuellement exagérer les sentiments. Et la violence, bien sûr, impudeur, violence. Et il faudrait bien sûr évoquer les règles qui ont été cachées, mais révélées depuis longtemps, règles cachées qui sont en contradiction avec les déclarations des producteurs. On a beaucoup parlé d'authenticité, parce que qu'est-ce que le direct? C'est l'authenticité. Je ne triche pas, je vous filme en direct. Mais en réalité, nous le savons maintenant, il y a de la scénarisation des émissions. On raconte un récit dans ces émissions de télé-réalité. Et encore une fois, nous allons voir maintenant en quoi cette campagne, notre campagne auquel je reviens, a été comme enchâssée dans cette structure de la télé-réalité. En quoi elle a été finalement prise en main presque par les codes de la télé-réalité.
j'imagine que vous avez, quand je vous ai fait la liste des codes de la réalité, vu ce que j'allais commencer à vous dire, mais je vais le refaire systématiquement. D'abord, les chaînes d'information continue. Les chaînes d'information continue sont nouvelles, je veux dire surtout 4 ou 5 chaînes d'information continue comme nous avons. Qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont changé. Je parlais de McLuhan. Si McLuhan avait eu des chaînes d'information continue, il aurait encore plus une notoriété qu'il en avait avant. Parce que autant ce qu'il disait était un peu contestable quand il s'agissait d'avoir une télévision dans le coin du salon, autant la permanence absolue des chaînes d'information continue dans les cafés, dans les aéroports, partout, modifie notre rapport aux informations. On parlait déjà de la télévision comme un bocal. Maintenant, c'est devenu encore autre chose. Donc, les chaînes d'information continue ont rendu la vie politique en direct, et particulièrement pendant les campagnes. Il se passe toujours quelque chose en direct à la télévision. Non seulement les hommes politiques sont, pendant les campagnes électorales, semblent constamment à la télévision, comme s'ils restaient sur les studios. Puisque quelle que soit l'heure, vous ouvrez votre télévision, vous avez un homme politique. Et si vous n'avez pas d'homme politique, vous avez un commentateur qui parle de l'homme politique. Donc on a le sentiment, quand on regarde une campagne électorale sur 1 mois, 2 mois, que ces gens-là ne sortent pas des studios et qu'ils sont comme dans le loft, enfermés dans notre écran, comme dans un grand Truman Show, à notre disposition, jouant un rôle, étant commentés comme dans The Voice. Qu'est-ce que c'est que The Voice, hein? C'est d'abord des artistes. On peut imaginer que l'équivalent serait des hommes politiques, mais dans le plaisir de The Voice, il y a les artistes, mais il y a aussi beaucoup les commentateurs que nous aimons, que nous reconnaissons, exactement comme nous avons dans les émissions genre C'est dans l'air, etc. Nous les connaissons, nous savons bien que lui il est un peu à gauche, lui il est un peu à droite, lui on sait ce qu'il pense, et voilà, etc. Et ça fait plaisir, ça fait partie du plaisir de la reconnaissance. Donc c'est un peu comme dans The Voice, chaîne d'information continue crée une structure, une espèce de encapsulation. On a le sentiment que la vie politique est entièrement organisée dans une capsule auquel on a accès, quelle que soit l'heure, le jour, la campagne se déroule, les hommes politiques se succèdent, les commentateurs aussi. Donc la première structure de la télé-réalité, la directe, et le sentiment de permanence est là. Comme d'ailleurs dans The Loft, si vous n'avez pas de télévision ce jour-là, vous pouvez aussi regarder sur Internet, c'était pareil sur The Loft, ça continue. Donc de toute façon, vous pouvez vivre la campagne électorale en direct, elle est là. Deuxième code très important dans la télé-réalité, c'est la compétition. La compétition entre les candidats, je l'ai dit, elle est évidemment à la source de la campagne électorale. On le sait, il va y avoir un gagnant, il n'y en aura qu'un. Or, ce qui s'est passé, très intéressant dans la campagne électorale de 2017, c'est qu'elle a fonctionné comme un jeu de télé-réalité par élimination. Non seulement il y a eu les primaires télévisées, et le jeu des primaires, si vous avez 10 personnes, il va falloir les éliminer. Et quand on a regardé les débats des primaires, de gauche comme de droite, on ne s'est pas dit lequel va gagner, on s'est dit lequel je vais éliminer. SOS, SMS, gratuit, vous faites le 1, vous éliminez Juppé, vous faites le 2, vous éliminez. C'était à la limite exactement ça. Donc non seulement il y avait cette possibilité, et puis aussi il y a eu le dégagisme. C'est-à-dire que non seulement il y avait l'organisation de la campagne électorale qui provoquait l'élimination, mais on a vu, on peut se demander d'ailleurs si les deux ne sont pas liés, le sentiment qu'on pouvait virer les gens. Et on a vu dans cette campagne disparaître ceux qui avaient fait notre vie politique pendant des années, et on les a vus disparaître presque en direct, encore une fois, avec cette campagne. Comme dans Secret Story, comme dans Nice People, les téléspectateurs citoyens se sont délectés en repérant les alliances éphémères, ils se sont désolés des coups bas, ils ont été choqués par les vrais, les faux ralliements, ils ont détesté les trahisons, et les hommes politiques, parmi les plus connus, ont dû quitter le loft. La violence des relations a été remarquée, et la scénarisation des émissions ont trouvé un écho dans le storytelling. On a bien vu que chacun, et là aussi, moi j'avais étudié en 2007, les téléspectateurs ne sont jamais dupes, et parfois même ils voient des complots, il n'y en a pas, mais ils voient bien comment les éléments de langage, l'organisation de la riposte est une histoire, est un récit organisé par les équipes de campagne. Et là encore, nous en tant que citoyens, en tant que téléspectateurs ou lecteurs, nous cherchons à dévoiler parce qu'on ne se fait jamais avoir, évidemment, par la télévision. Donc, comme dans ces émissions dans lesquelles on cherche le secret des uns et des autres, Secret Story, ou dans The Voice, où est-ce qu'il sait, où est-ce qu'il ne sait pas, eh bien, on essaye de ne pas être dupe du récit télévisé.
Mais surtout, non seulement il y a ces éléments objectifs, mais la télévision elle-même a organisé la télé-réalité, la campagne comme une émission de télé-réalité. D'abord parce que la télé-réalité s'est emparée des émissions de la campagne électorale de deux manières. D'abord en transformant les émissions de télé-réalité en émissions politiques. Nous pensons évidemment à Karine Le Marchand. Karine Le Marchand, vedette de la télé-réalité, c'est quand même une personne sexy, désinvolte, qui lorsqu'elle interroge un homme politique met ses pieds sous ses fesses et la jupe remonte et le sourire est total. Ce qui est évidemment nécessaire pour faire de la communication politique, en tous les cas quand on mélange la télé-réalité et la campagne électorale. Elle se vante de ne pas savoir qui est Jaurès. Et elle déclare ne pas aimer la politique, ce qui ne l'empêche pas, dans une émission insensée qui s'appelle donc Une ambition intime. On voit bien qu'il y a presque un oxymore. Hein. L'ambition, elle est forcément publique et l'intimité ne va pas avec l'ambition quand on fait de la politique. Même quand on est paysan, à mon avis, mais enfin bon, c'est autre chose. Et donc cette animatrice appartenant à la télé-réalité va avoir cette émission politique qui va être importante. Les équipes de François Fillon considèrent que le point de départ de la montée de François Fillon dans les sondages est parti d'une ambition intime. Donc on voit bien et pourtant on le sait, dans une ambition intime, le mensonge est totalement organisé, en particulier sur le rôle. Et d'ailleurs, il tire une balle dans le pied, puisque François Fillon fait venir sa femme en disant j'ai tellement de la chance d'avoir cette femme qui reste à la maison, ne s'occupe que des choses personnelles et intimes, niant d'une certaine manière tout ce qu'on va savoir dans quelques jours après concernant son activité politique, son activité professionnelle de Madame Fillon, qui, comme vous le savez, gagnait 8 000 € par mois pour seconder son mari. Les confessionnaux se sont multipliés. Hein, comme dans la meilleure des télé-réalités, les hommes politiques, les uns après les autres, sont venus, comme dans le confessionnal, seuls, face aux caméras, parler d'eux-mêmes, de leurs pensées intimes, de la campagne. Et citons François Hollande, le 1er décembre. Il convoque tout le monde, nous ne savons pas ce qu'il va dire. Beaucoup se trompent, d'ailleurs, c'était très amusant de le regarder, surtout quand on est sur les plateaux. Beaucoup se trompent, il déclare qu'il ne sera pas candidat. Il parle de lui, il parle de ses sentiments, comme au confessionnal de la meilleure des télé-réalités, il nous apprend en direct à la télévision qu'il ne se présentera pas. François Fillon 2 fois passe au confessionnal, le 6 février et le 1er mars. On s'en souvient, d'abord pour dire qu'il est innocent et la deuxième fois pour dire qu'il est innocent mais qu'il se présente quand même. 3e confessionnal, François Bayrou, également, qui déclare soutenir Emmanuel Macron. Toujours, même principe, confessionnal, seul, face aux caméras, mélangeant l'intime et le public. Bouleversé, la déclaration est très écrite et, encore une fois, on est dans ce mélange de la confession et du show business. Plus intéressant peut-être, plus proche de ce que nous voulons dire, c'est l'émission politique. L'émission politique de David Pujadas. On se souvient que l'émission politique de David Pujadas sur France 2 va remplacer Des paroles et des actes qui avaient accompagné les précédentes élections. Et David Pujadas et France 2 choisissent clairement le modèle Koh-Lanta. Là, on n'est plus dans le loft, on est dans Koh-Lanta. D'ailleurs, certains observateurs ont parlé de match de boxe, d'autres ont parlé d'un grand 8. En réalité, ce n'est pas le grand match de boxe, c'est pas le grand 8 qui sert de modèle à l'émission politique, c'est Koh-Lanta. Les émissions, les invités doivent franchir en direct une série d'obstacles à un rythme effréné, épuisant, mis en place par France 2, à la fois pour maintenir l'audience et aussi, c'est clairement dit, pour déstabiliser les politiques. Hein. Il s'agit de les pousser dans le vide. On est véritablement dans la série d'obstacles. Alors, ce n'est pas tout à fait la première fois que les émissions politiques se présentent comme des parcours d'obstacles, mais comme un parcours de combattants ou une arène. Mais là, l'émission politique, cette émission politique de 2017, elle va clairement cadrer l'émission comme une émission de télé-réalité. Les codes de l'agressivité politique et journalistique sont absolument remplacés par ceux de l'univers de la télé-réalité. Et d'ailleurs, c'est clair, comme dans Secret Story, David Pujadas commence l'émission politique du 23 mars 2017 à propos de François Fillon en disant « Qui est-il vraiment ?» Secret Story. Hein. Nous allons débusquer la réalité du personnage. Donc c'est clair,
nous sommes à la fois dans Secret Story et dans Koh Lanta. 6 épreuves à réussir, avec à la clé l'élimination, ou pas, construite par un sondage à travers les réseaux sociaux dont on sait l'aménité, toujours très poli et convivial. Hein. Donc on est véritablement dans le match à mort. Et puis, last but not least, là aussi, quelque chose de très particulier à cette campagne, c'est Charline Vanhoenacker, une humoriste, et non pas une politique qui fait de l'humour, une humoriste qui fait de la politique, qui est chargée de faire la conclusion de l'émission. Ce qui est insensé. D'ailleurs, François Fillon le refuse, je trouve d'ailleurs avec raison, considérant que ce n'est pas digne de la politique. Alors, je vous rappelle les obstacles qui sont parlants, rien que les titres, c'est même à peine la peine de les commenter. Demander le programme, hein, on est dans l'impératif de François Langlais, le parti pris de Théa Salamé, on est dans l'objectivité journalistique, c'est clair. Prise directe, ce n'est pas une prise audio, hein, c'est une prise de judo, c'est clair. L'invité doit répondre aux interrogations des Français sans filet, parce que sinon on tombe. Ou non, plutôt on tombe, donc on va se casser la figure. 4e épreuve. Ensuite, laissez-moi vous dire, ce qui est quand même une injonction pas tellement sympathique. Et l'inattendu, qui est le moment le plus télé-réalité de l'émission politique, puisque l'homme politique va se voir alpagué par un personnage qu'il ne connaît pas, dont il n'est pas prêt à répondre à ces questions. Et on connaît le moment insensé où Christine Angot attaque avec ses mots à elle, qui ne sont pas les mots de la politique, qui ne sont pas les mots de le journalisme, mais des mots de la création, disons. En tous les cas, on voit bien qu'un homme politique ne peut pas répondre sur le même niveau à ce type d'interpellation. Mais c'est évidemment le grand moment, comme il y a eu la scène d'amour entre Loana et machin pour le Loft, et bien là, il y aura Christine Angot face à François Fillon comme le grand moment, non pas de la vie politique, évidemment, mais de la vie politique comme une émission télé-réalité. Mais là où nous sommes gâtés, enfin moi j'ai été gâtée dans l'hypothèse que la télévision, que cette campagne s'est déroulée comme une télé-réalité, c'est qu'il y a eu ensuite des événements de campagne qui vont parfaire cette analogie entre la campagne électorale et la télé-réalité. L'affaire Fillon. L'affaire Fillon. Qui se souvient d'un feuilleton politico-judiciaire au milieu d'une campagne électorale. Du 1er février au 26 février, la télévision a consacré 265 heures à François Fillon, alors que le second candidat n'a eu que 163 heures. Mais évidemment, dans cette différence, dans ces 100 heures de différence, ça n'a pas été un grand plaisir pour François Fillon. C'était évidemment non pas pour privilégier le programme du candidat, non pas pour expliquer tout ce qu'il proposait pour sauver la France, mais pour qu'il s'explique sur l'affaire du canard enchaîné et pour dire si oui ou non, hein, on est vraiment dans les SMS que l'on coche, il va maintenir ou pas sa candidature. Nous suivons pas à pas, jour à jour, nous ne quittons pas nos écrans, nous allumons la nuit pour savoir, nous mettons une alerte pour savoir si François Fillon va oui ou non maintenir sa candidature. Il envahit les écrans et on voit bien le candidat gagnant va être celui qui va descendre plus bas que tout après un feuilleton dont les téléspectateurs ne se sont pas lassés comme au meilleur moment de Secret Story ou de Koh Lanta. Deuxième rebondissement de la campagne électorale, encore plus proche de la réalité si c'est possible, l'histoire du couple Macron-Brigitte. Macron-Brigitte. Qui pouvait croire qu'un récit aussi incroyable qu'un candidat à la présidentielle qui est tombé amoureux à 13 ans de sa professeure de théâtre, de 24 ans son aîné, mère de 3 enfants, qui a tout abandonné pour soutenir la candidature de ce candidat. On voit bien que tout d'un coup, cette candidature de cet ancien ministre va napper la campagne électorale d'une nuance de gris. Dans ce Secret Story de la politique, chacun va découvrir, étonné, ému, au départ choqué et ensuite enthousiaste. Qui n'a pas entendu des gens enthousiastes de découvrir cette histoire d'amour, alors que vous imaginez si ça vous arrivait chez vous.
je vous donne même pas un rôle. Je vous laisse imaginer en fonction de votre âge lequel aurait pu être le vôtre. Eh bien, tout le monde trouve ça merveilleux. Mais probablement, évidemment, cet épisode a contribué à la construction de cette élection comme d'un programme de la télé-réalité. Mais au moment où on a cru que l'émission de télé-réalité allait se terminer après le premier tour, eh bien non, le grand moment de télé-réalité avait encore un moment inouï à vivre, c'est le débat d'entre les deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Là, il n'y a pas de problème. Marine Le Pen, on le voit dès les premières phases, elle a choisi son jeu, elle a choisi son programme de télé-réalité, c'est le jeu de la mort. Le modèle trumpien, The Apprentice, elle part comme Donald Trump en espérant dire à Macron à la fin de l'émission « You are fired », vous êtes viré. Et d'ailleurs, une définition de Justin Weiss, qui est un spécialiste des États-Unis de la télé-réalité, c'est finalement dire tout et n'importe quoi avec aplomb. Marine Le Pen y va. Elle va dire tout et n'importe quoi avec un aplomb inouï. Une violence folle. Vous vous souvenez de Donald Trump se mettant derrière Hillary Clinton, debout physiquement, se mettant derrière, élevant ses épaules de 1,90 m derrière cette femme, comme pour la pousser physiquement. Là, c'est exactement presque dans une structure un peu plus classique, puisque les deux étaient assis, la manière dont ça se passe, sauf que c'est Marine Le Pen qui se met derrière le petit Emmanuel Macron pour encore une fois, sa violence verbale, la violence de son corps, de ses gestes, jouer totalement un pari qui est le pari de la réalité. Elle attaque son rival bille en tête et contre tous les principes de la communication politique traditionnelle. On n'a jamais vu ça. Tout le monde sait en communication politique qu'il ne faut pas agresser. L'agresseur perd toujours des points. Hein. C'est-à-dire que mais elle n'est plus dans la communication politique traditionnelle, elle est dans la télé-réalité, elle est dans le trumpisme, elle joue le rôle du jeu de la mort. Et on sait qui a gagné. La France n'est pas encore prête, espérons-le, on a le droit d'être un peu non scientifique en disant ça, pas encore prête à donner son cœur, ses voix à un héros de télé-réalité. Et Emmanuel Macron, qui est totalement, sincèrement ébahi par ce qu'il voit, qui ne s'attendait pas du tout à la télé-réalité. Hein. Il s'attendait à faire la course de chevaux, il s'attendait au match de boxe, il s'attendait éventuellement au petit théâtre. Il ne s'attendait pas à la télé-réalité. Hein. Ça, c'est clair. Et probablement l'étonnement qu'il en a conçu lui a donné une espèce d'authenticité qui le fait, à mon avis, non seulement Marine Le Pen a gagné en choisissant ces armes-là, mais a perdu, je veux dire, en choisissant ces armes-là, mais il a aussi gagné par cette espèce de refus presque naïf de ces codes, hein, d'une certaine manière. Et probablement les Français, qui ne sont pas, encore une fois, je le disais, malgré des mois de campagne, à accepter ces règles-là, lui ont su gré. Alors, il faut rappeler, toujours dans l'analogie campagne électorale 2017, avec la télé-réalité et les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux, dans toutes les émissions de télé-réalité, sont extrêmement importantes. La télé-réalité se fait en relief, hein, puisque tout se fait avec la participation des téléspectateurs qui tweetent, fax Facebook, SMS, écrivent aux télévisions de télé-réalité. Les commentaires font partie de l'émission elle-même. Hein. C'est pareil pour The Voice, qui est une émission totalement intégrée dans les nouvelles technologies de l'information. Ça a été pareil, évidemment, pendant la campagne électorale, dans laquelle les réseaux sociaux sont intervenus de manière très importante. Mais on voit bien, comme dans la télé-réalité, que ce n'est pas là que ça s'est joué. Hein, Anaïs Théviot, qui a analysé la campagne électorale de 2017 sur les réseaux sociaux, le dit. Internet amplifie la campagne électorale médiatique, celle de la télévision, mais elle ne décide pas.
Il faudrait tout de même, mais ça demande plus de temps, étudier l'influence des fake news qui n'ont pas été relayées par la télévision, qui n'ont pas été relayées par les médias historiques, mais qui ont été probablement, mais c'est très difficile de le savoir, sont intervenus dans la campagne électorale, mais pour nous qui travaillons sur une manière classique d'informer, c'est très difficile de savoir leur influence. Mais si on peut en juger par ce que nous avons vu, ce qu'Anaïs Théviot a utilisé, les réseaux sociaux n'ont servi qu'à faire partie des éléments du suspense. Hein. C'est-à-dire qui va gagner, vous le saurez en regardant les résultats des votes sur le web. Pour conclure, on peut se demander tout de même, et c'est là que je voulais en venir et revenir à l'actualité, si ce lien décidé, hein, choisi, accepté et compris par les électeurs, hein, personne n'a été complètement dupe, entre une campagne électorale décisive, hein, ce n'est pas n'importe quel événement, une campagne électorale pour les élections présidentielles, et où les candidats ont présenté des programmes très différents. Hein. On n'est pas là encore dans une société dans laquelle tout le monde finalement est vaguement d'accord sur la société qu'il présente. Donc comment cette rencontre entre cet événement si important et un genre aussi décrié, aussi éloigné de l'éthique démocratique que la télé-réalité, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il conviendrait, après l'avoir analysé, de dénoncer ? Ou en tous les cas, il faudrait peut-être s'en inquiéter. En effet, comment ne pas se demander si cette utilisation de la télé-réalité pour organiser une campagne électorale aussi importante n'a pas participé à la disqualification du politique et de son personnel, hein ? Est-ce que ces emprunts n'ont pas d'une certaine manière disqualifié ceux qui ont accepté les codes, les jeux et parfois même les enjeux ? La victoire du dégagisme au contraire, la victoire du dégagisme et la victoire d'un candidat old school, parce que finalement Emmanuel Macron, malgré sa jeunesse, est incroyablement vieux style. Hein. On a 100 fois parlé de son vocabulaire, mais les références sont nombreuses avec son style. Est-ce que ce n'est pas aussi le signe d'un rejet de ce modèle de télé-réalité qui est un rejet d'un modèle qu'on a dit post-moderne, hein? En revanche, on peut même se demander si le procès récurrent en illégitimité de l'élection d'Emmanuel Macron, on le sait, vous regardez comme moi la télévision, constamment vous trouvez des gens qui considèrent que Emmanuel Macron n'est pas légitime, que son élection n'est pas légitime, alors qu'il a été élu avec plus de 60% des votants, ce qui est rare à notre époque. Mais il a été élu par plus de 60% des votants, certes, mais son origine, c'est-à-dire une campagne télé-réalité, ne lui a-t-elle pas finalement mis le doute sur la légitimité de son élection, de ce résultat ? Il y aurait eu comme un effet boomerang. Certes, il a été élu avec 60% des voix, mais le fait qu'il ait été élu après une campagne qui n'est pas une campagne légitime, parce qu'elle a emprunté des codes à un jeu et un jeu décrié, est-ce que ça ne le a pas, d'une certaine manière, ça ne l'a pas desservi dans l'exercice de sa présidence. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'apprendre, comme vous l'avez peut-être su, que Emmanuel Macron lui-même se serait inquiété tout récemment de l'évolution de sa personne en, disait-il, « Je ne veux pas devenir un personnage de télé-réalité ». Merci. Voilà, allez-y, je bois. Est-ce que le micro marche? Non, voilà. Il est allumé? Ah, là, il fonctionne. Oui, ça. Oui, c'est bon, je sais pas. Non, j'ai pas l'impression que ça marche. Alors, on va attendre peut-être d'avoir un micro, parce que si on pose des questions alors qu'on n'a pas de micro, elles ne sont pas enregistrées. Voilà, super, merci. Voilà, alors ça marche. Merci beaucoup Isabelle. Je vais donc passer la question à la salle. Je suis sûre qu'il y a de nombreuses réactions.
Bonjour Madame Berton-Goiffon. C'est très intéressant et vous avez été très dynamique. Je vous félicite. Par moments, j'ai trouvé que vous étiez un petit peu subjectif. Ma question est la suivante. Télé-réalité, vous avez dit l'ORTF, c'est soit informer, soit le divertissement, soit le troisième mot. Cultiver. Le cultiver. La Alors, culture. première question. Est-ce que cette télé-réalité politique, il s'agit de nous informer sur le politique, sur les élections, ou il s'agit peut-être de mettre à l'écart le côté politique, c'est-à-dire le vote, pour nous divertir, voilà. Ou alors, est-ce que c'est la troisième solution, plus de l'ordre de la culture, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que vous pensez, là où vous êtes, avec votre poste d'observation sur tous les plateaux, que désormais, le quatrième pouvoir devient le pouvoir, et le premier pouvoir, il le relègue à la deuxième place, et puis le pouvoir judiciaire et législatif devient une troisième, quatrième. Donc, est-ce que ce sont plus désormais, ce sont les médias qui drivent nos politiques? Finalement, nos politiciens, ils ne font qu'à répondre à un stimulus qui est par quelques personnes influentes dans les salles de presse, les directeurs de presse. C'est eux qui drivent. Puis finalement, l'opinion ne fait que suivre l'effet Pavlov ou de Panurge, une sorte de diktat médiatique par 2 ou 3 personnes qui auraient fait l'ascension hyper rapide en un an avec de notre président. Alors oui, vous me posez la question des effets des médias, hein, c'est-à-dire voilà. Donc comme je le disais en introduction, donc moi je travaille sur cette question-là depuis longtemps, et surtout je ne travaille pas seule. Hein. Les États-Unis, en particulier les Américains, ont beaucoup travaillé sur cette question et ont mesuré d'une manière très précise, avec des enquêtes absolument gigantesques sur des millions de gens, avec des données très, très scientifiques, l'influence des médias sur des campagnes électorales sur les votes. Ils n'ont pas trouvé d'influence. Hein. Donc, et nous, ça s'appelle le paradigme dominant, hein, qui a été fait par Paul Lazarsfeld en particulier, qui d'ailleurs était persuadé de trouver les effets puissants. Hein. Et il a été plutôt étonné, c'est-à-dire qu'il partait de l'hypothèse qu'il allait enfin mesurer empiriquement les effets des médias. À l'époque, c'était d'ailleurs plutôt la radio, presse écrite radio, mais la télévision a confirmé ça, enfin les travaux sur la télévision. Ils n'ont pas trouvé d'effets puissants des médias. Et nous, à chaque fois que nous faisons les mêmes types de recherches sans en avoir les moyens, nous ne trouvons pas non plus les effets puissants des médias. C'est-à-dire qu'en fait, les médias ne modifient pas ce que vous pensez a priori. C'est-à-dire que vous interprétez, ce que montre la sociologie des médias, c'est que la plupart d'entre nous interprètent les messages en fonction de ce qu'ils pensaient a priori, en fonction d'une grille de lecture qui lui permet d'accepter quand la personne en face est d'accord avec vous, s'en méfier quand il est moyennement d'accord avec vous, et le rejeter quand il n'est pas du tout d'accord avec vous. Donc on a des mécanismes de défense par rapport aux médias très puissants, et la question de la modification des opinions par les médias n'a pas été prouvée. En revanche, et c'est ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a des effets d'information, tout simplement, les médias vous informent. Et puis les médias, ce que je disais sur McLuhan, vous prennent votre temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes pris en étau par une présence médiatique extraordinairement importante et qui fait, grâce à ce que je vous ai décrit, qui vous rend presque dépendant par des processus plus ou moins conscients, plus ou moins organisés, mais en général plutôt conscients, qui vous rend dépendant de cette question de l'information. Ce qui peut avoir des incidences extrêmement difficiles à mesurer si on parle de changement d'opinion. La question, c'est plutôt entre 2 opinions très proches, entre 2 candidats qui se ressemblent. Les effets d'information et les effets d'influence sont très difficiles à distinguer. Est-ce que vous trouvez que finalement vous allez plutôt voter Juppé plutôt que n'importe quoi, plutôt que Fillon, alors que c'est 2 candidats de droite? Est-ce que c'est parce que la télévision a modifié votre regard, ou ce qui en a été dit, ou est-ce que c'est parce que vous apprenez que finalement sur cette question-là, Juppé est plutôt proche de vous alors que vous ne le saviez pas? Donc les effets d'information et les effets d'influence sont extrêmement difficiles à distinguer, et personne n'a réussi à rentrer dans ce type d'influence.
En revanche, et puis l'autre influence qui est très difficile, et c'est un peu le sens de ma conclusion, c'est les effets à long terme. C'est-à-dire que, certes, vous n'avez pas changé d'avis en regardant la télévision. Vous n'allez pas voter Marine Le Pen alors que vous la trouvez excellente dans la campagne, que finalement vous êtes assez d'accord avec ce qu'elle dit, mais que vous êtes de gauche et que vous ne voterez jamais Marine Le Pen, parce que même si vous la trouvez très bonne dans la campagne. Donc cet effet-là, on ne le repère pas, il n'y a pas de modification des élections. En revanche, est-ce que la manière dont les uns et les autres se sont présentés à la télévision, ce que je vous disais, les effets de télé-réalisation, ou au contraire de vulgarisation, de violence, d'âge, le fait d'avoir l'air vieux, n'a pas, avec le temps, dans la durée, une influence. Et ça, pour mesurer l'influence à plus long terme, c'est extrêmement difficile. On peut mesurer éventuellement des petits changements s'ils existent, on ne les trouve pas. Mais juste après un débat ou quelques jours après. Mais dans la durée un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 18 mois après, c'est extrêmement difficile. Donc tout ce qu'on peut faire, et ce que j'ai essayé de faire avec vous pour vous intéresser, et éventuellement vous amuser, c'est de se demander, que lorsque Emmanuel Macron dit « je ne veux pas devenir un personnage de la télé-réalité », est-ce qu'il ne voit pas que cette télé-réalité, que cette longue émission de télé-réalité grâce à laquelle il a été élu, ou dans laquelle il a été élu, parce que je ne crois pas qu'il y ait eu un déterminisme des médias, mais dans laquelle il a été, finalement, n'a pas quelque part laissé une empreinte, ou un ton, ou quelque chose de décrié qui lui ferait du tort à terme. Parce que ce débat, cette crise vraiment, ces constants rappels de la part de tout le monde que Macron n'est pas légitime en tant que président, alors qu'il a été plutôt mieux élu que la plupart. C'est totalement incompréhensible pour un politologue. Pardon ? On est toujours élu contre quelqu'un. Non, mais je connais les arguments, mais ils sont valables pour tout le monde. Ils sont valables pour tous les candidats. Le vote blanc, le vote nul est pas comptabilisé. Il ne l'était pas non plus avant. Et je n'ai pas entendu une seule contestation de l'élection de Jacques Chirac qui a fait 18% des voix, 19, même pas 20, comme dirait l'autre. Donc, alors évidemment avec les mêmes abstentions, les modes vote blanc, etc. Moi, j'aurais une question. Je voulais vous demander, par rapport à votre conférence là, je voulais savoir si pour vous, il y avait une relation entre la montée des réseaux sociaux depuis quelques années et là, avec la campagne de 2017, on a vraiment vu que ça avait atteint un niveau vraiment important en termes de fréquence et aujourd'hui la demande très forte de référendum citoyen. Est-ce que c'est assez lié finalement, parce que avec l'utilisation des réseaux sociaux comme Twitter, comme les SMS, où on invective directement les gens, enfin les politiques, où on leur demande des comptes, où ça reste bien sûr dans le cadre des réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui cette exigence presque de référendum citoyen qu'on entend, est-ce que finalement c'est lié, ou est-ce que ce sont l'utilisation des réseaux sociaux qui ont quelque part un peu quelque part, oui, ont annoncé cette demande très forte de référendum citoyen. Alors, les réseaux sociaux et d'une certaine manière Internet, c'est-à-dire la possibilité, parce qu'on n'a pas besoin forcément des réseaux sociaux pour faire ça, mais la possibilité que chacun d'entre nous a d'entrer dans l'espace public est évidemment quelque chose de tout à fait nouveau. Beaucoup de choses, moi en tant qu'historienne, je sais à quel point beaucoup de choses ne sont pas nouvelles, qui semblent à certains nouveaux et qui ne le sont pas. Là, c'est parfaitement nouveau. En revanche, ça ne date pas des Gilets jaunes et même pas de l'élection de 2017. Et on sait que l'élection de Barack Obama a été très marquée par l'utilisation des réseaux sociaux. Mais pas du tout de la même manière que la demande de référendum de RIC, pour aller vite, mais plutôt pour, d'une certaine manière, moderniser la manière traditionnelle de faire de la politique, c'est-à-dire provoquer des mobilisations, chercher des fonds, tout ce qu'on faisait avant, d'une manière que ce que faisaient les partis. Là, ça a été juste faire des porte-à-porte, organisé grâce à Internet, etc. Donc ça, c'était une utilisation assez traditionnelle. En revanche, moi, je pense que la technique ne fabrique pas la société. Je ne suis pas techniciste. Le modèle techniciste, je ne crois pas qu'il soit juste. Mais en revanche, il rend possible des aspirations qui viennent d'ailleurs.
Et la question de qu'est-ce que veulent les Gilets jaunes, sans le dire, c'est évidemment la possibilité de faire vivre la démocratie directe. Hein, c'est Athènes au IVe siècle, c'est-à-dire que chacun peut voter directement grâce à Internet. Donc on n'a plus besoin de représentants de médiation. Et ça, autant c'est possible sur une petite communauté, autant c'est pas possible sur un pays. Et lorsque la Révolution française ou même les Lumières ont réfléchi sur cette question de la démocratie, naturellement, parce que les techniques n'étaient pas possibles, mais aussi parce que c'est aussi parce que les citoyens n'étaient pas très inégalement formés. Hein, la France du XVIIIe, il y avait énormément de gens qui étaient illettrés, ils ne savaient même pas lire. À côté de ça, il y avait des lettrés. En France, actuellement, 80% d'une classe d'âge maintenant arrive au bac. Donc la société a changé, mais les techniques ont rendu possible peut-être la possibilité de faire vivre la démocratie sans représentation et sans élite. Donc c'est en cela que les réseaux sociaux, comment dirais-je, modifient le rapport à la politique, le regard à la politique. Mais dans les campagnes électorales, les réseaux sociaux n'ont pas joué de rôle. Toutes les études le montrent. Et pourtant, depuis, moi j'ai commencé à travailler depuis des années sur les campagnes électorales, à assister aux réunions, etc. Chaque année, chaque campagne électorale, chaque élection présidentielle, mais c'est pareil mais surtout pour les présidentielles, les partis politiques, l'environnement politique pensent que tout va se passer sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc ils mettent un paquet d'argent, des groupes se forment, des formations, etc. Et depuis 2007, aucune élection ne s'est faite sur les réseaux sociaux. Jamais. Les réseaux sociaux, pour l'instant, c'est encore vrai, ne concernent que des gens qui sont d'accord entre eux. C'est-à-dire que vous ne communiquez qu'avec des gens qui sont d'accord avec vous. Et donc ça n'a aucune influence. Hein. L'influence ne peut s'exercer sur quelque chose ou sur quelqu'un que parce qu'il est différent. Hein. Et c'est pour ça que la télévision reste cet incroyable instrument, en tout cas vu par les politiques, un instrument inouï, unique. Pourquoi ? Parce que la télévision est le seul média, le seul, avec la radio bien sûr, qui ne s'adresse pas, qui s'adresse à des gens qui ne pensent pas la même chose. Hein. Quand vous achetez votre journal, vous achetez Le Monde, Le Figaro, L'Humanité ou Libération, vous l'achetez parce que vous savez que votre journal pense comme vous. Et donc il n'a pas d'influence sur vous. Les journaux n'ont pas d'influence et c'est pareil pour les réseaux sociaux. Vous ne voyez que vos amis. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi sur Facebook, quand je reçois des nouvelles de quelqu'un que j'aime pas, je l'efface. Je n'ai même pas envie de savoir ce qu'il pense. Hein. Donc parce que c'est pas mon confort. Le plaisir de l'information, c'est son confort. En revanche, la télévision, et c'est pour ça que pour l'instant on n'a pas trouvé mieux, hein, c'est pareil pour la radio, les deux médias de masse qu'on appelle les broadcasts, c'est que vous vous adressez à des gens qui ne pensent pas comme vous. Et ça, pour un homme politique, il n'y a pas mieux. Hein. S'adresser à des gens qui pensent comme vous, ça ne sert à rien. Il faut le faire pour les mobiliser, tout ce qu'a fait Barack Obama, parce que les réseaux sociaux servent à mobiliser, à trouver de l'argent, à donner des éléments de langage. Enfin, c'est un instrument, bien sûr, de communication politique, mais ce n'est pas l'instrument de l'influence. Et ça, tous les travaux le montrent systématiquement. Bonjour, Ève Copin. Merci beaucoup pour cette conférence qui est extrêmement intéressante. On avait un petit peu l'idée, mais vous l'avez synthétisé, concrétisé. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Pour se projeter dans les 6 mois à venir, une campagne européenne est très particulière, avec un tout petit taux d'intérêt. Comment voyez-vous les 6 mois politico-médiatiques arriver là ? Alors, d'abord, ça c'est terrible pour un chercheur de lui demander de prévoir l'avenir, surtout quand il a un peu une formation historienne. Mais, et puis surtout, là, je crois qu'il y a un objet. Alors, la télévision est un objet hybride, mais la période que nous allons avoir les mois suivants est particulièrement hybride, puisque, vous le savez, il va y avoir d'abord un objet, un ovni, hein, non identifié, qui est au grand débat. Les médias eux-mêmes sont en train de réfléchir. Là, pendant que je parlais, il doit y avoir 10 réunions avec les médias pour savoir comment ils vont faire, comment ils vont l'organiser. Ça m'étonnerait qu'ils restent à l'extérieur et qu'ils se contentent de faire des plateaux d'experts. Donc il va y avoir des choses qui vont se passer. On l'a vu d'ailleurs en 2007. Rappelez-vous comment le débat François Bayrou et Ségolène Royal s'invente de manière totalement spéciale. C'est-à-dire 2 personnes qui débattent alors qu'ils sont pratiquement du même avis. On n'avait jamais vu ça. Donc les médias inventent
en avançant, parce que ils n'avaient absolument pas prévu ça, des modes de communication, des nouveaux styles, des nouvelles émissions. C'est pour ça qu'elles empruntent à ce qu'ils connaissent. Hein. Si on va chercher Karine Le Marchand, c'est parce qu'on connaît. On connaît mais parfois, on ne connaît pas. Et il faut donc inventer des choses totalement inattendues. Là, c'est ce qui va se passer. Donc probablement, face au grand débat, les médias vont emprunter à ce qu'ils connaissent. Je ne sais pas si ce sera la télé-réalité, mais ce sera peut-être la course de chevaux ou le théâtre, où on verra, on se retrouvera peut-être ensemble si je ponds une recherche là-dessus. Et d'ailleurs, on devrait le faire, même si nous-mêmes, nous sommes pris par la rapidité des événements. Hein. C'est pas facile pour un chercheur de suivre l'actualité. Et puis après, il y aura les élections pour européennes. Et c'est deux genres totalement différents. Hein. Parce qu'on voit bien que dans un premier temps, les hommes politiques vont être un peu en retrait. Hein, je ne pense pas que dans le grand débat, on voit énormément d'hommes politiques. On va leur demander de participer, mais pas de se mettre en avant. En revanche, pour les européennes, ils vont revenir sur le devant de la scène et dans l'espace public. Donc, comment ils vont hybrider ces deux moments politiques d'un genre totalement différent. D'un côté, comme vous le savez, et on le reproche assez, le débat ne prévoit pas de décision, il n'est pas constituant, il n'est pas décisif. Ce sera, comme le dit Macron, ni une loi, ni un référendum. C'est-à-dire que même si on trouve 90% des Français, des débatteurs qui disent qu'ils veulent ça, ça n'a aucune obligation pour le gouvernement, sauf morale. Mais en tous les cas, il est bien clair, et ça a été dit clairement dans le discours d'Emmanuel Macron, que rien n'est constituant pour reprendre l'idée de la France insoumise. Donc là, vraiment, je ne sais pas, et je crois que personne ne sait comment ça va se passer. Je ne pense pas, en revanche, que la télé-réalité sera le modèle dominant, ne serait-ce que parce qu'il manque, comme je vous le disais, les éléments dont je parlais, c'est-à-dire la compétition, il manque les émotions, il manque la capacité d'élimination. Alors il restera le direct, ça c'est sûr, et puis il y aura peut-être des événements de campagne, mais ça je ne peux pas les prévoir, qui nous feront penser à la télé-réalité. Si on a des histoires d'amour entre je ne sais pas qui et je ne sais pas quoi, alors là... On aura peut-être amour entre un homme et un autre homme, une femme avec une femme. Enfin, maintenant, c'est ce qui est agréable de l'époque postmoderne, c'est que tout est possible. Mais moi, je suis aussi curieuse que vous pour savoir comment ça va se passer. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Moi, j'avais une question à vous poser sur... c'est la suivante. Est-ce que les hommes politiques peuvent être innovants ? Parce que quand on s'intéresse à la question de l'innovation... On sait dans l'entreprise ou plus généralement que l'innovation, c'est poursuivre des objectifs légitimes en employant des moyens illégitimes. Et en même temps, ou en tout cas qui ne rentrent pas complètement dans les cases. Et puis, par ailleurs, en politique, ou enfin vous le savez beaucoup mieux que moi, mais il me semble que c'est Montesquieu qui a montré ça, c'est qu'à partir du moment où on prenait des décisions illégitimes, ou on se mettait dans des formes de décision ou d'action illégitimes, on prenait le risque de devenir illégitime soi-même. Et donc, du coup, finalement, cette quête de l'innovation, d'une forme de modernité qui emprunte forcément à des modèles illégitimes, ça rejoint votre conclusion, oui. Au fond, elle conduit nécessairement, ou elle fait prendre le risque de conduire à l'illégitimité. Et du coup, il y a presque quelque chose d'impossible entre l'innovation et la question de la légitimité en politique si on juxtapose ces deux modèles. C'est très juste, et vous l'avez dit mieux que moi, et c'est tout à fait... donc je crois qu'effectivement c'est ce que je disais, et c'est intéressant, on a vu ça avec la question de l'infotainment. C'est-à-dire que ce qui est un peu différent de la télé-réalité, me semble-t-il, mais c'est un débat des travaux qui ont été faits, en particulier par Jamil Daklia, très intéressant, c'est comment l'homme politique, quand il sort de ces codes légitimes, hein, les codes de la communication politique, pour emprunter au code du show business, hein, c'est-à-dire, je crois que je l'ai oublié, mais pourtant je l'avais écrit, la question du show business, qu'Éric Neveu et Brigitte Le Grignoux, qui étaient d'ailleurs ici, a travaillé, c'est aussi une appropriation. Ils se sont vus taxés d'illégitimité et ils se sont aperçus assez vite, enfin pas si vite que ça leur faisait plus de tort qu'autre chose. Mais, et là c'est la réponse que l'on fait aux bourdieusiens qui attaquent l'utilisation des codes du show business dans la politique, en faisant ça, ils s'adressaient à des franges de la population qui ne s'intéressent pas à la politique. Et il me semble légitime, moi,
de chercher le moyen de s'adresser à ceux qui ne s'intéressent pas à la politique. Et donc c'est ce qu'ils ont fait, les hommes politiques, au moment où ils sont allés dans des émissions de divertissement. Soit pour s'adresser à des gens qui n'y étaient pas et qui doivent entrer dans la politique, ça peut être un moyen, c'est ce qu'ils ont cru, ou alors pour traiter de sujets qui ne font pas partie des codes légitimes. Et ça, on voit bien que notre société, progressivement, on l'a bien vu avec le mariage pour tous, la PMA, etc., c'est que les thèmes politiques légitimes sont de plus en plus des thèmes de société qui n'avaient pas de place légitime dans les émissions politiques. Or, le mélange, l'hybridité avec le monde du show business, du divertissement, a permis ce passage entre des thèmes qui n'étaient pas légitimes et qui le sont devenus. Donc ça a été quelque chose qui leur a fait prendre des risques, peut-être leur a coûté, mais qui, moi je trouve à l'époque, et encore maintenant malgré l'avis de sociologues critiques, me semblait compréhensible en tous les cas. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de la télé-réalité. C'est pour ça que je pense, parce que le divertissement n'a pas l'illégitimité de la télé-réalité. La télé-réalité, elle repose beaucoup sur un véritable mensonge qui est nous allons vous montrer le réel, le vrai, l'authentique, et on va le faire avec les armes du mensonge. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup... et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles la télé-réalité est de moins en moins, d'ailleurs, utilisée. Justement, face à cette dualité, ce paradoxe, voire cette schizophrénie du français qui, à la fois, est fasciné par cette réalité, mais qu'on mensonge, on lui dicte un petit peu ce qu'il doit penser. Et donc, ou alors le rejet, il se met en retrait. Et dans ce cas-là, il ne lit plus les médias de masse, ni presse écrite, radio et télévision. Ils vont se réfugier pour s'informer dans leur cocon, leur humanité, Le Monde, leur salon belge. Et donc, ils ne s'informent plus de manière par la diversité ouverte. Et donc, vous répondez quoi à ça pour redonner aux Français le goût dans le respect d'autrui, de la diversité, de la compréhension de l'autre, de l'empathie, de la respect, pour finalement le réintéresser, se faire réapproprier à la chose politique? Alors, vous savez, ça fait des siècles que la gauche, en particulier, se pose cette question, hein, que les intellectuels, les philosophes, parce que c'est vraiment la question du vivre ensemble. C'est la question du lien social que vous posez. Il n'y a de lien social que parce que vous vous intéressez vaguement un peu à vos congénères, même quand ils sont différents. C'est la question du racisme, de l'antisémitisme, voilà, c'est la question de l'autre. Et s'intéresser à l'autre. Donc moi, je n'ai évidemment pas de solution, mais je pense comme tout le monde, et je ne vais pas me défiler, que évidemment l'école a un rôle extrêmement important, mais pas n'importe quelle école, pas l'école qui est en train de se dessiner maintenant, hein, l'école dans laquelle chacun se met les enfants dans le monde qui lui ressemble. C'est quand même comme ça que ça se passe actuellement. Les écoles, je ne sais pas si vous avez vu l'article du Monde qui m'a sidérée, c'est que dans les quartiers bourgeois de Paris, les écoles communales sont entièrement... Il y a des classes dans lesquelles il n'y a que des enfants noirs. Dans l'article du Monde, il y avait une institutrice qui expliquait que 90% de ces enfants étaient noirs, donc issus d'immigration, des Antillais, dans un quartier bourgeois. Ça veut dire que tous les enfants qui vivent dans le quartier, la majorité, sont ailleurs, sont dans une école privée. J'ai trouvé que cet article était... Et j'ai rencontré une prof de collège à qui j'ai demandé, mais était dans le 15e... Elle m'a dit pareil. Moi, mes enfants, collège public dans le 15e, ils sont tous issus de l'immigration. Où sont les enfants qui ne sont pas issus de l'immigration dans des écoles privées? Donc chacun reste dans son monde dès l'enfance. Parce qu'avant, quand même, l'école publique permettait de faire un brassage de la population. Donc l'école, bien sûr. Ensuite, l'université. Hein, là aussi, il faut que l'université publique... alors, on parlait de l'armée. Alors, on rétablit... parce que ça avait ce rôle-là aussi. Hein. Et puis, il y a les médias. Et là, les médias, il y a le problème, effectivement, avant, la télévision était un lien social. Vous aviez accès à un monde qui n'était pas le vôtre, relativement, hein, parce que vous regardiez quand même des programmes qui appartenaient à votre... moi, j'ai travaillé sur les programmes des années 50-60. Je peux vous dire que tout le monde ne regardait pas tout. Hein. On regardait des programmes qui vous ressemblaient. Donc ça a toujours existé. Mais tout de même, vous aviez la possibilité, quand il y avait 1, 2, 3 chaînes, d'avoir accès à des programmes qui ne faisaient pas partie de votre monde strict.
avec l'éclatement des télévisions et toutes ces télévisions, chacun est retourné dans une case. Donc de nouveau, on est de moins en moins informé sur ce que font les autres. Les Facebook, les réseaux sociaux nous enferment encore un peu plus. Donc on comprend bien que cette société qui a les moyens de constituer un monde ouvert, les moyens se sont multipliés, c'est paradoxalement refermé sur son petit monde. Moi, je me souviens très bien, parce que, étant donné mon âge, que lorsque nous avons eu la possibilité d'avoir les dish, comment ça s'appelle, les satellites. Et on s'est dit, mais c'est extraordinaire, on va pouvoir avoir accès enfin à la télévision et allemande, russe, espagnole, etc. En réalité, tous les gens ont acheté un satellite pour les Marocains regarder la télévision marocaine, les Algériens la télévision algérienne. Ils n'avaient même plus besoin d'apprendre le français. Et donc, avant, vous arriviez, vous étiez obligé d'apprendre le français. Hein, et on apprenait le français en regardant la télévision française. C'est fini. Maintenant, vous pouvez vivre comme aux États-Unis, on en a tous rencontré, hein, des Espagnols, des Mexicains qui ne parlent pas un mot d'anglais alors qu'ils sont là depuis 25 ans. Moi, j'en ai rencontré. Je ne savais même pas que c'était possible. Et bien maintenant, c'est possible en France aussi parce que vous avez la possibilité de vous refermer sur les instruments d'ouverture. Depuis quand peut-on imposer à quelqu'un de la couche, mettons, prolétaire, on peut pas. Le référent d'un gars en costard-cravate comme moi par exemple, et comment un gars avec un pouvoir d'achat, au nouveau riche, etc., d'aller dans un ghetto, on peut pas. Donc faire rencontre des deux, mais dans les deux sens. Je veux dire, faire des quartiers pour sortir du ghetto et dire toi tu vas vivre avec et toi tu vas vivre, on secoue et vous serrez vous la main. L'intention est bonne. Mais ça ne marche pas. En pratique, c'est irréalisable. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et ça, c'est l'utopie un peu de certains. Ouais. Mais je pense que c'est une utopie, mais c'est plutôt une bonne utopie, parce que je pense qu'effectivement, si chacun se referme sur soi, on ne s'améliorera pas. Ça, c'est sûr. Maintenant, faire vivre la mixité et l'ouverture est extrêmement difficile. Et on est tous... et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ces enfants qui vont... C'est pas des enfants arabes qui, dans les écoles... Non, si, moi, je ne porte pas de jugement. Ce que je veux dire, c'est que même les enfants issus de l'immigration, mais plus anciennes, ne vont plus dans les écoles communales. Leurs parents se saignent le dent pour les mettre dans une bonne école. Parce qu'ils ne veulent pas non plus être dans des ghettos. Personne, voilà. Et ils savent bien que pour que leurs enfants soient intégrés dans une société, il faut qu'elles soient intégrées dans toute la société. Et donc on voit bien que plus vous êtes éloigné du centre et plus vous restez dans votre... Si vous appréciez énormément la musique, les concerts ou la littérature, vous êtes intellectuel, moi j'aurais du mal en tant que fan du PSG de vous traîner au Parc des Princes. Ça je confirme. Ça je vous confirme. Et pourtant j'aime beaucoup les Pérables, mais c'est un exemple. Me traîner à Bastille, à Garnier, alors que j'aime pas. Bon, donc tout ça, il devient très difficile de réconcilier, quoi. Très. C'est qu'un exemple. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Isabelle. Merci. 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 Merci.